بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alors donc, après les études, je disais que j'ai fait 5 mois à Ouagadougou avant d'être affecté à Bobo-Dioulasso. Ceci en 1964. Au mois de mai 1964, je suis affecté à l'aéroport de Bobo-Dioulasso. Et à Bobo-Dioulasso, mon premier logeur a été le président de la communauté musulmane de Bobo-Dioulasso parce que son beau-fils, El Hadj Ousmane Sibri Ouedraogo, était le président de la communauté musulmane de toute la Haute-Volta. Or, ce président de la communauté musulmane m'a connu à la mosquée de Paris pendant mes études. Il m'a pris comme son fils, étant chef des musulmans en Haute-Volta. Il était donc fier de retrouver à Paris, dans la mosquée, un jeune homme de 20 et quelques ans qui fait la prière à Paris. Nous étions en 1962-63 et il n'y avait qu'une seule mosquée dans toute la France. La mosquée de Paris, dans le 5e. Donc ce président de la communauté musulmane, après la prière de vendredi, moi je devais faire un petit voyage pour aller jusqu'à cette mosquée-là. Après la prière de vendredi, je suis sorti pour chercher à manger. Et j'ai vu 2 Africains, en 1962, il n'y avait pas tellement d'Africains dans les rues de Paris. J'ai vu 3 Africains qui étaient en train de causer. Je me suis approché d'eux et j'ai entendu qu'ils parlent moré. Je les ai salués en moré. Le président s'est tourné, tout curieux. Il dit comment? Frère moi là, tu es moi aussi non? J'ai dit oui. D'où tu viens? De Ouagadougou. Il dit, un enfant de Ouagadougou qui vient prier dans une mosquée à Paris ici. Et il a demandé le nom de mon père. Il se trouvait que mon père étant vice-président des marchands de cola, alors que les marchands de cola sont situés juste en face de la maison de Ousmane Sibri. Donc il connaissait très bien mon père et entre vieux. Alors quand j'ai dit mon père c'est Karim, mais il m'a embrassé, il dit mais c'est mon fils, mais c'est mon fils. Et il m'a annoncé qu'il a fait venir son premier garçon pour le mettre au collège en France. Tu vois, depuis ce temps, hein, pas l'universitaire, hein, il va faire le collège en France. Il avait les moyens. C'est un intellectuel ou bien c'est... Non, il n'est pas un intellectuel, mais c'était un très grand opérateur économique. Il était vice-président de la Chambre de commerce de Haute-Volta, après Obaré. Donc, il m'a amené voir son fils là, il a dit, voilà, c'est ton grand frère, il faut le respecter. Et à moi, il a dit, occupe-toi bien de lui quand je veux partir, et tralala, et tralala. Alors que nous étions très distants. Hein. Donc, quand j'ai fini, que je suis rentré à Ouagadougou, quand ce monsieur-là m'a vu, il m'a présenté à toute sa famille et à tous ceux qui veulent l'entendre que voilà un petit que lui l'a vu en train de prier dans la mosquée de Paris. C'était une chose extraordinaire. Quand j'ai été affecté à Bobo-Dioulasso, il m'a donné l'adresse de son beau-père en disant va descendre chez lui, ou en tout cas va souvent chez lui, puisque moi j'étais logé par la SECNA. Mais donc je partais chez ce vieux-là, qui était très content aussi que je m'occupe, en se disant que c'est moi qui m'occupais de son petit-fils à Paris. Évidemment,
lui, il est de la communauté musulmane. Il prie chez les Bobo Dioula. Moi aussi, je prie avec lui là-bas. Jusqu'au jour où, la séquence où j'ai parlé de mon chauffeur de service, qui allait m'avouer qu'il y a quelqu'un qui est véridique et que jusqu'à ce que j'aille trouver le monsieur. Donc, je suis resté chez le vieux, on était, disons, parents, quoi. Mais lorsque j'ai commencé à découvrir le bras croisé et que j'ai pris mon courage à deux mains, que j'ai prié bras croisés devant lui, je crois que ça s'est arrêté là. D'accord, mais avant de continuer avec ça, en ce moment, comment était la communauté musulmane à Ouaga? Parce que vous avez parlé un peu Oui, la communauté musulmane à Ouagadougou, à ce moment-là, je n'ai pas eu tellement de temps, parce que le président dont je parle, nous entendions parler de lui, mais je ne le connaissais pas comme ça. C'est à Paris que moi aussi je l'ai connu. Mais la communauté musulmane, bon, un lycéen, bon, il n'est pas en ville, il ne sait pas comment c'est organisé, mais je sais seulement que nous, élèves du collège moderne, quand on venait pour faire la nuit du destin ou le mouloud à la grande mosquée, nous avions nos cotisations et c'est moi qui étais chargé, en tant que fils de Ouagadougou, c'est moi qui étais chargé d'aller remettre les sommes aux vieux de la communauté. Je ne les connaissais pas personnellement comme ça, mais eux, ils me connaissaient. Et quand il y avait un décès aussi, c'est moi qui étais chargé d'aller remettre la somme pour les funérailles du défunt. Voilà, alors donc comme ça, je savais qu'il y avait des vieux qui dirigeaient la mosquée, mais ça s'arrêtait là. Bon, mon père n'en faisait pas partie, il est dans son quartier et il vient faire son commerce chez les marchands de cola, ça s'arrêtait là. Donc, je n'avais aucune idée de comment est-ce que c'était organisé. D'accord, donc celui que vous avez rencontré, c'était Mohamed Touré. Oui, Ousmane Touré qui est un marca du Bali. Et Ousmane Touré, avant que je ne le rencontre, avait toujours eu maille à partir avec la communauté musulmane. Parce que ce vieux qui allait être mon logeur, dès mon arrivée là, il lui a rendu la vie difficile. Ils l'ont même fait arrêter par la gendarmerie, incarcéré à la gendarmerie pendant 4 mois, avec des sévices pour rien du tout. Tout simplement parce qu'il prêchait dur et qu'il était intraitable. Voilà. Lui, c'était le tawhid, laisser la magie, le charlatanisme, et le prophète n'a jamais prié les bras ballants. Voilà. Donc il y avait ce différent-là, et comme il ne se pliait pas, c'était l'ennemi à abattre. Alors quand moi je l'ai découvert, que je me suis rangé de son côté, que c'est maintenant dans sa mosquée que j'allais prier, je suis devenu ennemi de ce vieux-là qui était mon logeur. Il me boudait. Il y avait à peine salutation entre nous. Hein. Voilà. Mais à l'époque, moi, je ne pouvais pas savoir que l'inimitié là allait jusqu'à ce point. Tu vois. Alors donc, moi, j'ai continué avec les sunnites de Bobo. Malheureusement, juste pour 7 mois. Parce que 7 mois après, à la fin de 1964, j'ai été réaffecté à Ouagadougou. Et c'est là que j'ai commencé à voir les sunnites de Ouagadougou. Et c'est à ce moment que j'ai vu la différence entre les sunnites et la communauté musulmane. À travers tous les propos, les intercalations, et puis, tu vois quoi? Voilà. L'habillement, bon, pas tellement ça. Parce que il n'était pas encore question de la barbe ou du machin. C'est surtout le bras croisé, bras descendu là. C'est tout. Alors, quand nos
nos premiers pèlerins sont rentrés de la Mecque, ils n'avaient pas un autre endroit où aller prêcher si ce n'était pas à la mosquée de la communauté. Alors, je peux m'arrêter une minute pour dire que si vraiment les dirigeants de la communauté musulmane étaient sincères dans leur foi, ils allaient être très contents d'accueillir des gens qui sont venus les renforcer. Ils ont amené des bouquins, des documents qu'ils n'avaient pas. Ils n'avaient qu'à organiser des débats ou des rencontres où, très fraternellement, chacun allait exposer ce qu'il avait vu, ce qu'il savait. Et comme ça, la fraternité islamique allait continuer sans heurts. C'est cette idée qui m'avait guidé plus tard, qui allait me guider plus tard, quand j'ai proposé au ministre de l'Intérieur de faire une réunion entre les gens. Alors donc la communauté musulmane pouvait faire ça à ce moment, et puis les nouveaux venus de la Mecque allaient continuer de prêcher ce qu'ils savaient. Cela n'a pas été fait. Étudiants venus de l'Arabie Saoudite, tu parles. C'était seulement des travailleurs. C'était des gens qui sont partis soit à pied, soit je ne sais comment, qui ont fait 3 ans, 10 ans en chemin avant d'arriver à la Mecque. Ils se sont constitués des casseurs de pierres ou des machins là-bas, et leur petit temps libre, ils faisaient les études, soit auprès du logeur, soit dans l'enceinte de la mosquée même. Il n'y avait pas encore d'étudiants machin. Voilà. Quand on est arrivé maintenant un peu à 1935, où vous êtes dans votre pèlerinage. Mais est-ce que vous pouvez nous parler de comment le pèlerinage était organisé à ce moment? Je me suis inscrit à Bobo Dioulasso, comme tout le monde. Contrairement à ce qu'on peut penser, je n'ai pas eu même 5 francs de réduction en tant que personnel de l'aviation sur mon billet d'avion. Tout simplement parce que, avec mon caractère rigide, j'avais remis à sa place un représentant de Air Afrique qui s'est mal comporté pour un avion, un Air Mauritanie, qui devait rapatrier des étudiants voltaïques venant de Dakar, expulsés, soit, je ne sais pas si c'est la grève ou c'est je ne sais plus quoi. Ils étaient renvoyés dans leur pays. L'avion a fait escale à Bobo Dioulasso. Moi, j'étais adjoint, mais il se trouve que le commandant était en congé. Il est allé en France en congé. Donc, c'est moi qui étais pleinement le responsable. Et ce monsieur de Air Afrique me reproche d'avoir accepté que l'avion se pose à Bobo Dioulasso, parce que lui, ça va lui poser des problèmes. L'hôtel et quoi. Je dis, mais ça, c'est pas mon problème. Ces gens-là, ils ont été expulsés. L'avion dit, il doit se poser d'abord à Bobo Dioulasso avant d'aller à Ouagadougou. Alors, parce que je l'ai traité rudement, je crois que c'est une semaine après, j'ai fait ma demande à Air Afrique, qui doit passer par lui, pour transmettre à Abidjan pour avoir une réduction sur mon billet pour aller à la Mecque. Ben, en un rien de temps, la réponse est venue. Compte tenu des nouvelles dispositions, nous avons le regret de... Alors donc, ça n'a pas marché. Donc moi, j'ai payé comme tout le monde. Et le coût s'est levé à combien? À 85 000 francs. Ouaga, Jeddah, Ouaga, 85 000 francs. Pas vraiment, c'est un changement. Ah oui. Ok, donc déjà les hostilités ont commencé entre la communauté musulmane et ceux qui veulent s'approcher à la Sunna. Comment vous avez vécu le moment? Alors donc je disais que pour la première fois je suis revenu à Ouagadougou et donc j'ai commencé à composer avec les gens de Ouagadougou. Il faut dire que toutes les discussions, les palabres, les altercations
était menée par des gens courageux, hormis celui qui allait devenir mon vice-président plus tard, Sembe Idrissa. Malheureusement, lui, il est instituteur en brousse. Il était instituteur adjoint à l'époque. Il était à 45 km de Ouagadougou. Donc, il n'était pratiquement jamais là. Il restait maintenant, bon, soit l'imam, soit un commerçant, ou des gens qui allaient devant, au commissariat ou à la mairie, à chaque fois quand la communauté se plaignait, quoi. Voilà. Alors donc, vraiment, ça titubait. Bon, quand moi, j'y suis arrivé, avec un peu quand même de machin, nous avons eu un problème qui nous a obligés à fondre les deux groupes sunnites. J'ai dit que l'ancien imam Mohammadi, nous l'avions abandonné. Il est allé constituer un groupe à Ouidi. Alors, il y a un savant de Médine, un Gaoboro. Les gens l'ont vu prêcher à la mosquée de Médine. Lui, il est rentré. Et c'est au Niger qu'il s'est installé. Mais il était au courant, en tant qu'ancien pèlerin, nos gens qui sont venus avaient des contacts avec lui. Donc il savait qu'il y avait bis entre les sunnites de Haute-Volta. Et il a décidé de venir faire l'ordre. Il se nomme Habib. Quand il est venu, il a dit: vous n'êtes pas assez nombreux pour être dispersés comme ça. Il a dit aux gens, les gens de Huidi et les gens de Zangouetin, vous allez vous mettre à prier dans une seule mosquée et vous allez choisir l'imam et le naïb. Et tout le monde va prier à un seul endroit. Il a fait la réunion et il a dit: Mohamed Sana, Chouaïb Ouedraogo, retrouvez-vous dans cette pièce. C'était le célibatorium de Mahmoud Bandé. Il est encore là. Il les a envoyés dans cette pièce. Il dit: concertez-vous. En sortant, nous voulons savoir qui d'entre vous va être l'imam pour l'ensemble des sunnites et qui va être le naïb. Un point, c'est tout. Et vous priez tous ensemble. Ils ont fait près de 40 minutes. Quand ils sont sortis, ils ont dit: ils ne se sont pas mis d'accord. Habib a dit: Khalas, la Sunna recommande que celui qui cherche à être responsable, on ne lui donne pas la responsabilité. Donc, aucun de vous ne mérite d'être imam. Fini. Et il a dit à l'assistance de choisir un imam titulaire, un naïb awal et un naïb sadi. Maintenant, nous allons choisir 3 personnes. Et ces 3 personnes vont être les dirigeants maintenant des sunnites réunis. On ne valait pas encore 30 dans tout Ouagadougou. C'est ce qui a été fait. On a choisi Amadou Bandé, qui était avancé dans le Coran. Un autre qu'on appelait spécialiste du hadith, qui est venu d'Arabie Saoudite, un certain Suleiman, Ouedraogo d'ailleurs. Et le troisième, le deuxième naïb, était Ali Sissé, qui est actuellement avec Doucouré. À ce moment, lui, il avait démissionné de chez Doucouré et il est venu chez les sunnites. Ça, déjà, on était en quelle année? Bon, peut-être 60... oui, c'est dans les années 67 ou 66, bon, voilà.
Parce que moi, avant de venir, j'ai appris que quelqu'un de chez les Tidjaniens était venu s'ajouter quoi. Bon, je suis venu de Bobo, j'ai trouvé qu'ils étaient là. Bon, donc, c'est lui qu'on avait choisi pour être deuxième naïf. Mais Satan ne dort pas. Satan ne dort pas et il va semer encore la pagaille dans ce petit groupe d'une trentaine de personnes. Un beau vendredi, nous partions pour prier et il était l'heure maintenant pour le deuxième muezzin. Et on attendait que l'imam vienne monter sur la chaire. À 12h30, l'imam ne sort pas. Il lui suffisait d'ouvrir de chez lui là, puisque c'est un demi-carré. On a divisé en deux, lui il était au fond. L'autre moitié là c'était le célibatarium de Mahmoud Bandé avec les toilettes. Et l'autre portion maintenant c'était seulement le hangar en guise de mosquée. Donc il suffisait d'ouvrir son portillon pour venir à la mosquée. À 12h35, on frappe à la porte. Il est l'heure passée. Silence. À 12h45, il n'y a toujours pas de Ahmad Bandé. Et on était là perplexe. Aux alentours de 50 ou peut-être 55, Ahmad Bandé a ouvert sa porte. Il est sorti et il a dit, dites à Suleiman de se lever, diriger la prière, parce que c'est parce que lui est devant que les choses sont comme ça. Moi. Alors tout le monde tombait des nues. Mais plus tard, on va comprendre. Puisque c'est un incident qui se passe presque immédiatement après mon retour en 1973 de Bobo. Et moi, j'avais insisté pour que la cour que nous avions achetée pour faire un lieu de culte, qu'on aille lire le tafsir là-bas, au lieu de faire ça dans la cour de Ahmadou Bandé. Et puis progressivement, nous allions prendre nous allions transférer notre mosquée là-bas. C'est moi qui ai eu l'idée, j'ai pu les convaincre. Et le jour où on a décidé qu'ils allaient partir, ça s'est trouvé que moi je partais à Bobo pour ramener ma famille que j'avais laissée, pour venir faire d'abord pour voir l'installation de mon logement et tout, quoi, à la Secna. Donc j'étais absent le jour où ils sont entrés pour faire le tafsir, un jeudi. Alors le dimanche, en revenant, quelqu'un me rencontre à Sibi et il me dit, et je lui demande quelles sont les nouvelles de Ouaga. Il dit, les nouvelles de Ouaga sont mauvaises. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que quand les gens sont entrés le jeudi soir pour faire le tafsir, le commissariat est venu les prendre pour aller enfermer. Alors, nous avons acheté la cour avec notre argent, une propriété privée. On entre pour y faire le tafsir. Et ça, c'est un délit pour que le commissariat vienne prendre les gens, aller enfermer. Et il va produire un procès verbal compromettant, lequel stipule qu'à partir d'aujourd'hui, un tel déclare qu'il ne remettrait plus jamais pied dans cette cour. Et il a fait signer tout le monde, tous les gens qu'ils avaient attrapés. Je crois qu'il y avait 11 personnes. De quel droit? Donc l'autorité était injuste. L'autorité supportait la majorité. Il suffit que la communauté musulmane aille calomnier là-bas, et puis il se retourner contre nous. Alors, parce qu'il y a eu cet incident-là, c'est moi qui ai suggéré qu'on aille faire ça. Et les conséquences, c'est une rafle. On dit que c'est parce que je suis devant les choses que les choses sont comme ça. Il n'y avait pas encore de mouvement sunnite.
nous n'étions pas reconnus. Voilà. Alors, moi, je ne me suis pas laissé faire. Je lui ai dit, mais si c'est pour monter en chair, lire quelques versets, s'asseoir et se lever encore, lire, et puis commencer à prier, comme toi tu le fais, parce que lui ne traduisait pas. Il dit, si c'est comme ça, moi aussi, je peux le faire. Et j'ai dit à quelqu'un que je voyais tenir un petit bouquin, est-ce que c'est l'Ahdari, est-ce que c'est quoi? Je lui ai dit, un tel, monte sur la chair, nous allons prier. Pour ne pas être injuste, quoi, je ne peux pas dire à Choyer tout de suite de prendre la place. Alors lui, il était là, et moi j'ai insisté. Il s'est levé, il est monté en chair, et le papier tremblait comme ça parce qu'il avait le trac. Et il a lu, comme je le disais aussi, certaines parties du verset, s'asseoir, se relever encore, lire, et puis voilà, on a prié vendredi ce jour-là, c'était comme ça. Ok, déjà, puisqu'on est dans l'histoire, on va lever certaines ambiguïtés. Parce qu'on entend souvent Mahmoud Bani dire que c'est lui qui a réuni les sunnites dans sa maison pour les former à l'association. Qu'est-ce que vous qui... C'était un petit gabin qui ne savait pas où aller. Il était à la madrasa centrale et il ne pouvait rien faire. C'est parce que son grand frère a eu une maison à Zangwetin que lui est venu de Kombisiri. Et lui, on a connu son grand frère avant que lui il ne vienne. Et donc, c'est son grand frère qui nous a invités. On a commencé à prier dans la cour avant à Zangwetin. Mahmoud Bandé, c'est lui qui sait qu'il existait dans la cour là-bas. Il ne pesait rien et personne ne comptait sur lui. Il est élève de médecin, mais peut-être qu'il n'était qu'en quatrième ou au CM2 ou au CM1, même pas le CM2. Mais en ce moment, qui faisait le tafsir? Le tafsir, c'est comme je dis, un certain Suleiman Sao, qui est venu de la Mecque, c'est lui le spécialiste du hadith. Donc, c'est lui qui faisait les hadiths. Mais il y a le père de Youssef Kanazoé, c'est lui qui faisait le tafsir. Lui aussi, il était rentré de l'Arabie Saoudite. Lui, il est rentré, je crois que c'est en 65 qu'ils ont commencé. Alors donc, c'était lui le maître de tafsir. Suleiman était le spécialiste des hadiths. Mahmoud Bandé n'était rien du tout. D'accord, donc les choses ont commencé à aller en temps, cet incident dont vous avez fait cas est tombé. Après l'incident, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans l'organisation? Nous avons décidé, moi j'ai proposé qu'il y en a qui ont rompu un pacte, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, nous allons revenir à notre situation d'antan, c'est-à-dire Chouaïb Ouedraogo était notre imam à Zangwetin. Chouaïb va revenir pour être imam à Zangwetin, mais maintenant du groupe réuni, laissant toujours Mohamedé dans la nature. Donc c'est comme ça que Chouaïb Ouedraogo est devenu imam à la mosquée sunnite de Zangwetin. Jusqu'à ce que nous puissions, et ça aussi, il faut le souligner, j'ai encore la photo de la maison que nous avions achetée, où nous avons essayé de lire les tafsirs et qu'on est venu arrêter les gens. Nous sommes quand même entrés dans cette cour-là après, sans demander permission à qui que ce soit. Et on y priait, sous un hangar, en paille évidemment. Et lorsque moi, après que nous ayons été reconnus, j'ai écrit une lettre à l'intérieur pour avoir l'autorisation de faire un hangar en tôle pour nous protéger de la pluie et du soleil. Il m'a été répondu que nous n'avons pas le droit de faire un hangar en tôle, parce que le hangar aussi est une mosquée. Donc les sunnites n'avaient pas droit de construire une mosquée. Et les sunnites n'avaient pas droit de prêcher à la grande mosquée.
et d'y prier les bras croisés, coincés d'un côté par la communauté et de l'autre par l'autorité. Donc l'autorité faisait le jeu de la communauté musulmane. Voilà dans quelle situation se trouvaient les sunnites à Ouaga.